nous avons avec nous Monsieur Hugo Clocchiati, j'étais sûre que je n'y arriverais pas, qui est psychologue clinicien et thérapeute familial et qui travaille actuellement à l'association HALT, et Madame Kunz Laura, qui est infirmière et qui travaille à l'association ITAC, où elle tient la CJC de Molsheim. Et à deux voix, les associations HALT et ITAC vont nous proposer un éclairage qu'on espère à la fois théorique et clinique sur la question des addictions. Est-ce que ça marche bien? Ça a l'air. Bonjour à tous et à toutes. Bon, tous ceux qui vont se lever pour prendre un café seront addicts. Donc, comme ça vient d'être expliqué, on va vous présenter une intervention un petit peu en deux temps, puisqu'on ne vient pas de même structure. Pour se coordonner, ça a été la seule option. Je vais vous présenter d'abord un propos plutôt théorique qui aura pour objectif d'expliquer pourquoi l'adolescence est une période plutôt favorable aux consommations et à l'installation d'addiction. Et dans un second temps, Laura parlera plus du travail qui est fait avec les jeunes dans les consultations jeunes consommateurs. Bon, moi, je commence par présenter mes excuses un peu, bizarrement, mais simplement parce que on va essayer de lier le corps au maximum à ses propos, mais étant psychologue de formation, c'est pas forcément toujours ma plus grande spécialité. Donc je vous présente mes excuses par avance. Alors, avant même de parler d'adolescence, il me semble nécessaire de parler un peu, on va dire, de questions sociétales. Il y a beaucoup d'auteurs comme Erikson, Dolto, Marcel Rouffaut qui s'accordent à dire que l'adolescence est une forme de reflet de la société. C'est peut-être pas pour rien. Je reprends une citation de Marcel Rouffaut qui dit « L'adolescence est une période de vérité où l'on ne peut plus faire semblant. L'adolescent parle avec le corps et la révolte de ce qui ne va pas dans notre société. » Donc pour ça, évidemment, je vais vous parler de la question de la place que prennent les consommations dans notre société contemporaine, et j'utiliserai un concept plutôt simple et concis pour moi, qui est celui de Jean-Pierre Coutron de société addictogène, qui vient expliquer pourquoi dans nos sociétés contemporaines on voit de plus en plus de consommation et de plus en plus d'addiction, et que ça ne va pas s'arrêter tout de suite. Simplement déjà parce qu'on est dans une société technologique qui ne cesse d'inventer de nouveaux objets à consommer, alors que ce soit en termes de technologie, mais que ce soit aussi tout ce qui est drogue de synthèse, ce qui a beaucoup d'influence de différentes façons, on y reviendra un petit peu après. Également la question de cette culture hédoniste et de cette injonction à la jouissance et au tout de suite maintenant de plus en plus présent. Je crois qu'il n'y a rien de plus efficace que les drogues pour ressentir du plaisir très intensément et très rapidement. Et je pense que vous serez d'accord là-dessus. La question évidemment de la performance. Aujourd'hui, la consommation n'est plus réservée aux marginaux, mais aussi à ceux qui doivent rester insérés. Et enfin, la question des inégalités sociales, des exclusions économiques qui sont de plus en plus nombreuses, des crises climatiques et politiques qu'on vit aujourd'hui et qui ont tendance à renforcer l'éco-anxiété, à laquelle nos adolescents sont évidemment très sensibles et dans laquelle on peut rechercher la régulation dans les produits. Hop, je décale un peu le micro pour que vous n'ayez plus le ventilateur, je suis désolé. Là, je fais un petit aparté politique avec une petite campagne de publicité. Il y a un mois de ça, quand on nous a invités à participer à cette journée, il y avait au même moment le débat présidentiel où M. Macron a répondu aux grands points forts de son mandat. Il a tenu un discours irresponsabilisant vis-à-vis des consommateurs, disant que sans consommateurs, il n'y avait pas de dealer. Alors, responsabilisant, moi je dirais que c'est plutôt culpabilisant. Et je ne suis pas convaincu qu'entendre ce genre de discours sur des heures de grande écoute va contribuer à favoriser l'accès aux soins des gens qui ont des problèmes de consommation et à sortir d'une forme de marginalité. Quelques semaines avant Monsieur Macron, on avait le droit à Monsieur Darmanin qui disait que les consommateurs avaient du sang sur les mains. Voilà le genre de discours que aussi nos jeunes entendent, et ça peut expliquer la difficulté d'accès aux soins dans ces cas-là. Puis la campagne est quand même vachement sympa, donc ça valait le coup de vous la montrer. Parlons un peu d'adolescence maintenant. Alors moi je viens un peu en contradiction avec ce matin, vous comprenez donc ma question sur la question de la postmodernité, c'est-à-dire finalement ma question c'est est-ce que c'est pas ambitieux de parler d'adolescence? Est-ce qu'on a suffisamment de recul sur l'adolescence pour la définir? Est-ce que celle-ci n'est pas constamment en mutation et en évolution? Vous allez voir, je vais dire le contraire après en sortant des théories de 1904, mais quand même on peut imaginer que la forme qu'elle prend
est peut-être évolutive et la question de la postmodernité révolutionne peut-être aussi cette question de l'adolescence d'une certaine façon, dans la façon dont elle se manifeste et s'exprime. Pour vous donner un petit exemple, moi en 2016, c'était ma première expérience clinique, j'étais dans une unité d'hospitalisation de pédopsychiatrie, on accueillait des jeunes de 14 à 18 ans, je suis encore en contact avec cette équipe, aujourd'hui ils font du 12-25 ans dans la même unité. Bon, c'est peut-être une première dimension de l'évolution de ce concept-là. Alors, bon, en tout cas, sur quoi on s'accorde, la question de l'âge de passage entre l'enfance et l'âge adulte. Stanley Hall, qui était sûrement je ne sais pas si on peut dire père fondateur de la psychologie adolescente, mais en tout cas un des premiers à vraiment théoriser à ce sujet, introduisait l'adolescence avec ce concept-là, que je ne lirai pas parce que je suis absolument pas germanophone et ça va pas du tout vous aider, pour décrire tous les bouleversements qu'on peut observer au moment de l'adolescence, et pour décrire l'adolescence comme une période de grands bouleversements émotionnels, d'instabilité, de conflits intérieurs et de quête intense de soi. Ouais. Il s'agit ici bien sûr d'une tendance et non d'une expérience universelle et inévitable pour tous les adolescents. Il faut prendre en compte le rôle significatif des facteurs culturels, sociaux et individuels. Maintenant, on pourrait parler plus de la question de adolescence et addiction. Avant tout, des chiffres, quand même. Un point positif, c'est qu'il y a une réduction une réduction, oui, on peut dire ça comme ça, de la fréquence et aussi dans les âges des premiers épisodes de consommation des jeunes concernant le cannabis et l'alcool. Donc, on entend parfois, au niveau politique, le fait qu'on peut favoriser la vertu de la prévention. Toutefois, ces études ne prennent pas du tout en compte de nombreux produits et l'évolution des consommations chez les jeunes. Et on observe quand même, nous, sur nos consultations, de plus en plus de polyconsommation chez les très jeunes et sur des produits qui ne sont pas du tout étudiés et très peu évoqués en prévention. Bon, là, je vous ai fait une diapo un peu indigeste. L'idée de cette diapo a été pour moi de faire un parallèle entre les grands remaniements adolescents et la question du modèle biopsychosocial de l'addiction. On a évoqué, juste avant, ça a été évoqué par le docteur Davidson, le modèle biopsychosocial, qui fait aussi, d'une certaine manière, un petit peu loi autour de la question des addictions, qui a été introduit par Engel, puis après repris et précisé autour de la question des addictions par Oliver Einstein. Et quand on fait ce parallèle, on voit bien que ce soit dans les facteurs biologiques, dans les facteurs psychologiques et dans les facteurs sociaux, qu'on retrouve tous ces facteurs de vulnérabilité au moment de l'adolescence. Bon, ça pourrait suffire pour répondre à mon propos qui est pourquoi est-ce que au moment de l'adolescence on retrouve un nombre de consommation plus important, mais je vais quand même prendre le temps de détailler un petit peu avec vous tous ces facteurs, tout simplement. Pour ça, je vais essayer d'adopter le plus possible une approche intégrative. Vous allez peut-être voir des redites parfois entre différents concepts qui n'appartiennent pas aux mêmes théories, mais qui peuvent parler de la même chose. Bon, la puberté, je ne vais pas revenir dessus, mais on sait de cette transformation pubertaire qui met l'adolescent à mal, qui voit son corps se transformer, s'exciter malgré lui. Ce corps qui change crée une tension entre la psyché et le corps. Le moi-corps change plus vite que le jeu psyché, comme le dit le professeur Marcelli. Cette tension peut être à l'origine d'une souffrance qui ne sait pas toujours prendre corps à travers les mots et qui peut se réguler à l'aide du produit. L'adolescent vit une perte de contrôle totale sur son corps, mais comme il le dit si bien, il gère. On peut faire ici un parallèle avec les consommations chez les jeunes, comme la recherche d'un sentiment de contrôle par rapport à ce qu'ils éprouvent, mais aussi par rapport aux produits. On retrouve alors le « j'arrête quand je veux ». Je n'en dirai pas plus là-dessus. Pour ce qui est du développement cérébral, je ne vais pas vous refaire tout ce qui se passe au moment de l'adolescence, parce que sinon je vais vous endormir, en plus ça dépasse mon champ de compétences. Mais on peut dire de cette période que c'est une période de haut changement du point de vue de l'activité cérébrale. Et pour ce qui concerne l'addiction, on retrouve à la fois une forte activation du système limbique, ce qui explique en partie l'intensité émotionnelle et la sensibilité aux récompenses. On observe aussi que le système dopaminergique est particulièrement sensibilisé, ce qui peut favoriser la prise de risque, les comportements impulsifs et l'exploration.
Enfin, on a un cortex préfrontal, lui qui est impliqué dans la prise de décision, le contrôle des impulsions et évaluation des risques, qui est encore en maturation. Donc si on prend une petite image plus facilement digérable que tout ce que je viens de dire, en gros, ils ont les 2 pieds sur l'accélérateur et le frein n'est pas encore en état de marche. Bon, ce qui peut expliquer comment les consommations peuvent apparaître comme une bonne idée à cette période-là. Bon, l'autre dimension, on y va, c'est la dimension psychologique. Je vais commencer avec une petite citation de Françoise Dolto, parce que voilà, on ne peut pas parler d'adolescence sans évoquer la question du complexe du homard. L'adolescence, c'est un peu comme une seconde naissance qui se ferait progressivement. Il faut quitter peu à peu la protection familiale, comme on a quitté un jour son placenta protecteur. Vous avez vu, j'ai essayé de mettre du corps partout dans toutes mes citations. Bon, simplement pour rappeler que, évidemment, ce qui se passe à l'adolescence d'un point de vue psychique, c'est que tout ce qui s'est joué dans les premières années est réactivé et doit se rejouer. Et on va essayer de faire le lien entre ces différents éléments et les conduites addictives. Bon, la question identitaire, ça a été déjà évoqué ce matin. Évidemment que là, c'est un universel de l'adolescence. Je n'ai pas la bosse modernité qui a inventé la question identitaire. La mythologie grecque et toute forme de mythologie justifieront ça. La seule question que j'évoque, moi, c'est finalement, est-ce qu'aujourd'hui, cette identité est encore plus difficilement façonnable par la multitude d'informations qui parviennent aux adolescents et par le fait que l'identité n'est plus perçue comme stable et unifiée, mais comme multiple, fluide, construite et reconstruite en permanence. Et là, je fais un petit aparté pour parler du corps, qui évidemment est notre véhicule social identitaire. C'est par lui que nous sommes identifiés par l'autre. Et quand je ne sais pas qui je suis, mais ce que je ressens, c'est de la souffrance, alors la souffrance est une partie de mon identité, et c'est sur mon corps, qu'elle peut s'exprimer. Le produit et la consommation peuvent-ils également apparaître comme une forme de solution à l'angoisse induite par cette difficulté à se définir, mais aussi comme une forme de réponse. Je suis un consommateur, je suis addict, je souffre. Bon, pour ce qui est du processus de séparation et d'individuation, je n'y reviendrai pas sur cette théorie-là, mais je vais juste vous parler de comment l'addiction intervient-elle dans ce processus. Mais simplement, lorsque ce processus est enrayé et achoppé, et ça pour différentes raisons, l'addiction peut intervenir, comme le dit Jean-Luc Venise, comme un compromis acrobatique entre une revendication d'autonomie souvent affirmée haut et fort et un besoin de dépendance dont la représentation même doit être déniée. Je m'explique. Je consomme, je suis libre de consommer, vous ne voulez pas que je consomme, ça renforce mon sentiment de liberté, toutefois les conséquences de ma consommation me rendent dépendant de vous. Parce que si je consomme, je ne peux pas travailler, je ne peux pas m'insérer, et donc je dois rester avec vous. Bon, les adolescents en prise avec une dépendance souffreraient-ils d'une incapacité à se séparer ? Question. Faut-il alors dans le soin permettre la séparation à travers la création d'un espace intime où le parent ne peut s'introduire ? À mon sens, on entend trop souvent parler dans la clinique de l'addictologie des parents intrusifs qui, en fouillant dans la chambre, ont trouvé des produits, face auxquels l'institution doit lutter pour les tenir à distance. À mon sens, on oublie une dimension importante, c'est que les choses ne sont pas linéaires comme on a tendance à penser, les choses sont circulaires. L'envahissement des parents est souvent alimenté par le comportement des adolescents, qui même s'ils souffrent dans l'envahissement, sont rassurés par celui-ci. Car il arrive que ces adolescents en incapacité de se séparer souffrent d'un manque d'appartenance à leur famille et que pour favoriser l'autonomie, autonomos qui se régit par ses propres lois, et donc l'individuation, il faut parfois renforcer l'appartenance, ce qui pourrait paraître comme un mouvement paradoxal à une période où on attend des ados qu'ils se séparent. Cela justifie pour moi l'intérêt des thérapies familiales en complément des approches individuelles. Bon, je fais un peu ma promo là, mais voilà. La question de l'attachement, qui est évidemment très liée à la question de l'individuation qu'on a vu juste avant. Sans revenir non plus sur la théorie de l'attachement, on sait que les modèles d'attachement précoce influencent sur la régulation émotionnelle, le sentiment de sécurité intérieure et la qualité des relations amicales et amoureuses qu'on arrive à établir. Évidemment, si je vous fais une petite énigme qui est évidemment une rhétorique, qu'est-ce qui régule très efficacement les émotions, donne un sentiment de force ou d'apaisement interne et nous désinhibe pour aller vers les autres ? Bon, on n'a pas besoin d'y répondre. On peut dire également qu'on retrouve dans la relation au produit une prévisibilité et une forme de sécurité bien plus forte que dans la relation à l'autre, car c'est une relation où on ne doit pas faire face à l'autre, justement. La question de l'adolescence et de l'individuation est de mettre un peu de l'autre en nous, de quitter notre position de toute puissance et d'accepter que pour vivre en société, l'autre prévaut à nous. Ce qui n'est pas toujours évident et explique en partie les consommations, peut-être.
Bon, le lien entre addiction et attachement n'est plus à démontrer. On dit de la clinique de l'addiction que c'est une clinique du lien, et ça, tous les différents théoriciens qui se sont penchés un peu sur cette question s'y accordent, même s'ils ne le disent pas avec le même langage. Pour ce qui est de la question de l'intensité émotionnelle, bon, on a expliqué juste avant à travers toutes les théories, qu'elles soient biologiques ou psychologiques, pourquoi c'est une période de haute intensité émotionnelle, mais finalement, qu'est-ce qu'on constate chez les adolescents ? On constate déjà une conscience émotionnelle assez variable. On constate également que la régulation émotionnelle et la réactivité émotionnelle sont le plus souvent soit en excès, soit en carence, et que les compétences expressives sont encore à développer. Qu'est-ce que ça donne ? Ça nous donne deux choses, souvent le fameux « je sais pas » de l'adolescent, face auquel on est très souvent confronté, mais également la recherche d'hétérorégulation, qui peut parfois peut-être se trouver dans le conflit, par exemple, pour ce qui est de la dynamique familiale, mais qui peut également se trouver dans le produit. Pour ce qui est de la dimension environnementale et sociale, je ne vais pas y revenir parce que ça a été évoqué un peu par les différents prismes ici. Il y a évidemment la question de la rencontre avec les pairs et donc de premières expérimentations qui peuvent avoir lieu dans ce contexte-là. Il y a évidemment aussi une autre question qu'on aurait pu aborder précédemment, qui est la question du dévoilement, qui est une question majeure à l'adolescence. Qu'est-ce que je peux livrer de mon intime à l'autre ? Et comment finalement le produit peut intervenir ici comme un espace intermédiaire, régulateur ou amplificateur ? Pour conclure, sur une métaphore en lien avec le corps, nous pourrions parler de la consommation comme d'une prothèse psychique pour l'adolescent, lorsqu'il n'a pas encore développé les ressources internes que certains appelleront la peau psychique ou d'autres les mécanismes de coping nécessaires et dont il ne peut tolérer le manque. Voilà pour l'aspect théorique. Alors moi je vais vous expliquer un petit peu concrètement finalement comment on travaille, moi en tant qu'infirmière, quel est mon rôle, qu'est-ce qu'on propose aux jeunes et si vous êtes amené à orienter des jeunes en CJC, qu'est-ce qu'il en est, voilà, comment ça se passe. Alors pour commencer, je pense qu'il est important de reprendre un petit peu la définition de l'addiction parce que aujourd'hui il y a un peu un abus de langage, on est addict à tout, au shopping, voilà, plein de choses. On a presque envie d'y être en fait. Alors que ça reste quand même une définition scientifique avec certains critères qu'il faut respecter et tout ça, c'est des choses qu'on questionne aussi avec les jeunes qu'on rencontre. Donc c'est un processus par lequel un comportement initial visant la production de plaisir, ça c'est important parce que en fait une expérimentation, une consommation, quelle qu'elle soit, au départ c'est par plaisir en fait. Si vraiment c'était horrible, personne ne prendrait rien et voilà. L'atténuation d'une sensation de malaise devient incontrôlée et poursuivie en dépit de la connaissance de ses conséquences et répétée malgré soi ou en lutte avec soi. Une conduite qui repose sur une envie irrépressible et répétée en dépit de la motivation et des efforts de la personne à s'y soustraire. Les conséquences d'ordre social, physique, psychologique, relationnel et familial. On va le voir un petit peu plus tard. En fait, c'est pas juste on consomme un produit ou on a un comportement addictif et voilà, ça s'arrête là. C'est beaucoup plus complexe. On entend encore parfois des choses où quand on veut, on peut, où il suffit de s'arrêter et puis voilà. Si c'était aussi simple, voilà, on n'aurait pas notre place. Je voulais aussi faire la différence entre consommation et addiction. Donc là, en fait, il y a l'exemple de l'alcool, mais finalement, ça pourrait être mis avec d'autres produits. À quel moment on prend des risques, à quel moment il y a des conséquences sur notre santé, sur notre vie sociale, professionnelle, scolaire, voilà. Et tout ça, ça ne sera pas la même prise en soin. Et en fait, finalement, ça passe par le questionnement. Donc on reprend, alors là je passe la troisième ligne tout de suite par rapport à la définition de l'addiction. On demande simplement en fait aux jeunes, est-ce qu'il y a une perte de contrôle ? Est-ce que le fait de jouer aux jeux vidéo toute la nuit, ça t'empêche de te lever le matin pour aller à l'école ? Est-ce que parfois tu voudrais fumer 2 joints, mais finalement tu te retrouves à être complètement débordé et tu n'arrives plus à prendre quoi que ce soit comme décision, enfin voilà, est-ce que ça prend toute la place ? Est-ce qu'il y a des signes de manque ? Est-ce que tu n'as pas d'accès à ce produit ou au comportement ? Comment ça se passe ? Est-ce que tu te sens frustré, en colère ? Voilà, c'est des choses qu'on questionne.
Bien sûr, si la conso elle est régulière, est-ce qu'il y a toujours du plaisir, est-ce qu'elle vient répondre à un besoin, parce que parfois le lien avec les troubles psychiatriques sont vraiment flous, hein, et il y a presque des consommations entre guillemets thérapeutiques, c'est-à-dire que par exemple, je parle du cannabis, mais on a des jeunes qui nous disent ça permet de calmer ce qui se passe dans ma tête, de soulager, de faire taire certaines voix, enfin voilà, des choses comme ça. Donc voilà, soulager quelque chose. Est-ce qu'on est plutôt dans une consommation d'essai, d'expérimentation? Est-ce que c'est la curiosité finalement et le contexte, hein, l'émotion dans laquelle on consomme? Est-ce que c'est plutôt seul, entre amis? Comment on se sent? Ça aussi, c'est des outils qu'on propose parfois, de faire un calendrier de consommation, c'est-à-dire combien de fois on consomme et finalement dans quel état d'esprit on est avant la conso, pendant et après. Est-ce qu'on est plutôt soulagé, apaisé, voilà, ou plutôt pour calmer une anxiété, voilà. Donc les conduites d'essai, donc c'est l'importance du cadre, mais avec un minimum de souplesse, sinon risque d'escalade pour casser le cadre trop strict. Donc là, il y a des éducateurs parmi vous, donc voilà, on ne peut pas non plus tout permettre. Et il faut respecter un certain règlement, la vie en communauté. Donc voilà. Mais en tout cas, l'importance du cadre, ça me fait penser à un jeune qui est venu avec, enfin, c'est sa maman qui est venue avec son fils de 12-13 ans qui joue aux jeux vidéo. Donc on fait un premier entretien, donc ma collègue psychologue, la maman et le jeune, voilà, où elle nous dit que ça l'inquiète parce qu'il passe beaucoup de temps, parce que quand elle lui demande d'arrêter, c'est compliqué, il y a des crises, ok. Et en fait, il était limité à je ne sais plus combien d'heures par jour. Très bien, on fait un premier point, puis après on sépare l'entretien, c'est-à-dire que la maman voit la psychologue et moi je reçois le jeune. Et donc je lui demande s'il trouve ça juste, s'il trouve ça complètement injuste, que sa mère comprend rien, enfin voilà. Et en fait, il s'avère que c'est hyper rassurant pour lui. Il me dit « Ah ben non, c'est normal, quand même, 2 heures, c'est déjà pas mal. Et puis bon, ben voilà, sinon je jouerais toute la nuit. » Donc, et après, on a repris tout ça en conclusion. Et en fait, finalement, le cadre, ça peut être hyper rassurant. Même s'il y a des frustrations, même s'il y a... voilà, c'est pas toujours en adéquation avec les demandes de chacun, mais en tout cas, garder le cadre, ça peut être hyper rassurant. Mais bien sûr, trouver la balance, ça c'est plutôt de trouver un compromis entre le parent ou l'adulte, enfin l'autorité parentale et le jeune, quoi. Voilà, donc forcément c'est en lien avec le développement de l'adolescence, influencé par les relations avec les pairs qui peuvent constituer des rituels initiatiques. On en a un petit peu parlé déjà ce matin. Donc les conduites à risque, donc c'est les conduites d'essai et de dépassement des limites ou limites recherchées dans leur partie extrême, inclut un risque physique connu ou sous-estimé. En fait, ça va être aussi un axe où on a notre importance dans l'information et de la prévention, mais finalement, à quel moment c'est expérimental et à quel moment, en fait, ça peut entraîner des risques physiques, psychiques, financiers, de toutes sortes, quoi. Voilà, donc ça c'est un triangle qui est souvent utilisé. Donc on voit qu'il y a la personne, le produit, mais il y a aussi le contexte. J'en parlais tout à l'heure, finalement, le contexte familial ou de vie, voilà, ça peut influencer. Bien sûr, il y a la morphologie, tout ça, mais c'est qu'un tiers de la consommation, quoi. Alors, je voulais aussi forcément parler de la réduction des risques. Donc, la réduction des risques se réclame d'une démarche de santé publique pragmatique en ce qu'elle entend limiter les risques liés à la consommation, sans nécessairement avoir comme premier objectif le sevrage et l'abstinence. Alors ça, c'est un petit peu l'axe avec lequel on travaille en règle générale, c'est-à-dire qu'on n'impose rien à qui que ce soit. La personne, elle a envie de consommer, ok. Mais comment on peut faire pour que ce soit fait sans mise en danger ou avec des mises en danger mais limitées? On doit informer qu'est-ce qu'elle risque. Et ça, c'est un petit peu aussi une condition qui peut être un motif de consultation, c'est-à-dire que les personnes, alors c'est pas la majorité des cas, hein, voilà, mais en tout cas, les jeunes peuvent venir
Ils ont envie d'essayer un truc, ils ont envie d'essayer un produit parce qu'ils ont vu ça dans une soirée, ils aimeraient bien, mais ils ne savent pas qu'est-ce que ça fait sur le corps, et qu'est-ce que ça fait si je mélange, et qu'est-ce que ça... Je ne comprends pas, j'ai un pote qui a pris ça et c'est passé ça, ok. Bah alors voilà, on reprend ça, tu as envie de consommer, on va peut-être commencer par fractionner les prises, on va le faire avec du matériel, on délivre du matériel propre, stérile, voilà, ça peut être ne pas consommer tout seul, voilà, toutes sortes de choses en fait pour que les personnes elles aient toutes les informations en connaissance de cause, elles ont envie de consommer, elles savent à quoi s'attendre et elles savent ce qui peut se passer et aussi la conduite à tenir si ça se passe mal, quoi. Voilà, donc là ça reprend ça, amélioration de la santé et de la qualité de vie des usagers, sollicitation de l'expertise de l'usager de drogue comme citoyen, acteur de sa santé. Donc nous on est là pour informer, quoi, en mesure de faire ses choix. Réponse en matière de soins individuels et gradués, adaptés à chaque personne et ne posant pas l'abstinence comme préalable ou comme but à atteindre. En fait, c'est travailler avec et non pas pour la personne. C'est-à-dire que c'est elle, en toute connaissance de cause, qui ira vers la conso ou le comportement, mais elle aura toutes les infos. Après, voilà, si elle a une envie d'un sevrage, une envie de... Voilà, bien sûr, on ira dans son sens, mais c'est elle qui décide. Alors là, c'est un peu la boîte à outils qu'on utilise et que vous pouvez utiliser aussi avec certains jeunes, des applis que je leur propose. Be My Angel, par exemple. Alors ça, c'est une appli qui est gratuite, qu'ils peuvent télécharger. En fait, ça reste indicatif. C'est pour les consommations d'alcool. En fait, combien de temps je mets pour éliminer un verre d'alcool, enfin une unité d'alcool. Voilà, on va mettre à peu près 2 heures, mais je ne sais pas trop. Et en fait, vous rentrez au fur et à mesure vos verres avec les verres doseurs. J'en ai là, si vous voulez voir après, voilà, pour calculer un peu les unités d'alcool et combien de temps je vais mettre à les éliminer. Et parfois, c'est assez surprenant parce que ça fait un petit peu réagir de savoir que finalement, on se couche à 4 heures du matin, mais quand je vais à l'école, j'ai encore de l'alcool dans le sang. Enfin, voilà, ça peut être des choses comme ça. Il y a Technoplus. Alors, j'ai pas du tout d'action dans aucune de ces applis, voilà. C'est des choses que je propose, voilà. Donc, Technoplus, donc ça, c'est plus l'interaction des produits, no drugs, voilà. Du matériel, alors avant je parlais de matériel stérile, sniff, injection, voilà, mais ça peut aussi être des éthylotestes, il y en a des spéciales jeunes conducteurs, ça peut être les verres doseurs pour savoir un petit peu où on en est, c'est des ateliers aussi qu'on propose parfois, alors on travaille en entretien individuel, mais parfois on propose des ateliers avec différents jeunes, alors ça peut être dans les collèges, dans les MEX, on travaille avec le centre éducatif fermé de Saverne, enfin peu importe. Et en fait, voilà, on leur demande de faire des mélanges qu'ils font dans les bouteilles de cristalline. Voilà, et finalement, pour se rendre compte combien de doses d'alcool on a dans une petite bouteille, combien je mets de temps à éliminer, enfin voilà, ce genre de choses pour vraiment en discuter. Bien sûr, aussi vers la substitution, notamment avec le tabac. Parce que ça aussi, finalement, le motif de consultation, c'est cannabis, alcool. Alors, il y a toutes sortes de produits, mais c'est quand même majoritairement ça. Après, il y a une recrudescence de kétamine, mais ça reste quand même le cannabis, l'alcool. Et quand il y a cannabis, on parle quasiment pas du tabac, alors que ça a toute sa place. Et voilà, on peut aussi faire de la réduction des risques avec la vape, notamment. Voilà. Donc voilà, la consultation jeune consommateur. Donc en fait, il y a des cartes aussi que j'ai là, si jamais vous voulez en prendre. C'est national, donc il y a un petit QR code. Vous regardez la consultation jeune qui est la plus proche de chez vous. C'est pas sectorisé, donc c'est-à-dire qu'on peut aller en CJC, la CJC la plus près de son lycée, de son collège, celle qui est plus près de chez soi, enfin peu importe. C'est complètement anonyme et gratuit. Donc c'est de 12 à 25 ans. Voilà, donc ça aussi, vous pouvez les rassurer en leur disant que ce qui est dit en entretien restera, on est tenu au secret professionnel et médical. Et voilà, on ne pourra même pas dire, en fait, parfois on a ça, les parents prennent rendez-vous, les jeunes arrivent, finalement ils demandent est-ce qu'il est bienvenu ou quoi, on ne répond pas, alors des fois ça ne plaît pas toujours. Mais voilà, ça reste vraiment leur espace. Le jeune peut venir accompagner. Alors, on a en tête un parent, mais ça peut être n'importe qui, ça peut être un pote, ça peut être, voilà, il peut être accompagné parce que c'est pas toujours évident de parler de ses consos, voilà.
On a une ligne dédiée, un mail dédié. Voilà, ça peut être les prises de contact par SMS, peu importe quoi. Voilà, ça j'en ai déjà un petit peu parlé. Hein, c'est pas, on peut venir en CJC, pas forcément parce qu'on a une dépendance, une question. Enfin, justement, on peut venir juste parce qu'on a une question. Voilà, je vais pas revenir là-dessus. Voilà, ça c'est ta slide. Voilà, après voilà, c'est la CJC est portée par Alt à Strasbourg. Moi, je suis à Molsheim, hein, mais voilà, ça reste national. Et voilà, d'autres interlocuteurs qu'il ne faut pas non plus négliger. Hein, le médecin traitant, c'est souvent le premier, les infirmières scolaires, des PAEJ, les numéros de téléphone, chat, appel. Voilà. Merci beaucoup pour ces éléments d'éclairage. Est-ce que nous avons déjà des questions dans la salle ? Alors justement, dans la préparation là, de ce qu'a fait InfoPro, vous avez été amené à essayer d'échanger un petit peu justement sur vos pratiques. Dans l'accueil des adolescents, est-ce que vous avez des points essentiels, des endroits où justement vous faites en sorte de construire un cadre particulier au sein de la CJC ou dans vos consultations ? Alors, vous avez le CJC avancé, nous on n'a pas ça. C'est-à-dire au niveau clinique, au niveau de dispositifs, de ce qui est permis. L'ensemble du matériel distribué. Déjà, une spécificité des CJC, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir l'autorisation des parents pour rencontrer les jeunes, ce qui n'est pas le cas de tous les services publics et des thérapeutes en libéral, etc., qui doivent obtenir l'autorisation des parents, normalement, au niveau de la loi. Après, dans la posture, je pense que c'est ce qui a été un petit peu décrit dans un second temps, c'est finalement, il y a très souvent, une forme de motivation externe, on va dire, voire de contrainte à aller vers le soin, dans le cadre des addictions. En tout cas, ça peut être un classique, entre guillemets. Et donc, c'est sûr que la posture, elle est celle d'offrir un cadre dans lequel il y a le plus de liberté possible pour la personne. Et donc, c'est de jouer un peu sur le paradoxe de l'aide-contrainte, on pourrait aller jusque-là, c'est-à-dire finalement, si on part tous du principe que pour pouvoir changer, il faut qu'on veuille changer, ça c'est un truc qui est plutôt accepté en règle générale, les gens qui changent sont seulement ceux qui ont vraiment envie de changer, mais qu'on envoie des gens vers le soin, alors c'est comment est-ce qu'on peut leur permettre de se réapproprier cette demande pour pouvoir avoir cette potentialité. Je ne sais pas si ça répond à la question. Bonjour, alors moi j'aurais juste une petite question par rapport avec ces jeunes qui consomment. Lorsqu'il y a rupture familiale, donc vous parlez de thérapie familiale, moi je pense justement à un jeune de 13 ans qui a déjà des gros troubles avec l'alcool depuis des années, dont les parents ont aussi des soucis vis-à-vis de ça, et je pense que c'est pour ça certainement qu'il y a peut-être un rejet de leur enfant. Ou quand il y a complètement une rupture familiale, quelle place on peut avoir, vers qui on peut se tourner, parce que alors là, effectivement, il y a une prise en charge de l'ASE, mais la famille ne veut plus aucun contact avec ce jeune-là. Et que ce soit ce matin ou même cet après-midi, on a vu l'importance des thérapies familiales ou même de la discussion avec les proches et notamment la famille et les parents. Et donc dans ces cas-là, comment on peut intervenir ? Et il est en demande de soins ? Le jeune en question, il aurait besoin de... Là, il vient d'être diagnostiqué. Donc, vous parliez tout à l'heure d'addiction dans le cadre de symptômes. Donc là, il est borderline et bipolaire. Mm-hmm. Donc, ça vient d'être dit. Donc, on nous parle effectivement d'addiction symptomatique liée à ces troubles-là. Donc là, il commence à rentrer dans un désir de se soigner déjà de ces troubles psychiatrique, donc il y a quand même un changement dans sa consommation, mais pour l'instant la consommation, étant donné que c'est il vient de commencer le lithium, etc. Donc sa solution encore l'alcool et il a commencé aussi le crack,
Mais ces consommations-là lui permettent d'oublier ses difficultés psychiques, psychiatriques, quoi. Eh ben, en fait, ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que parfois, on reçoit des jeunes qu'on oriente vers le CMP parce qu'on voit que, en fait, il y a d'autres troubles, mais ça peut aller dans l'autre sens, complètement. Une fois qu'il a, enfin, même pas une fois, ça peut être fait en même temps, s'il a déjà posé le traitement. Après, si lui, il n'est pas dans une démarche, si ça lui pose pas de problème, sa consommation. Pour l'instant, peut-être rester dans la réduction des risques et en limitant en fait les problèmes associés à cette conso et de se dire en fait au moment où tu voudras en parler, je serai là et lui glisser une petite carte comme ça. C'est ça, effectivement. En fait, nous, c'est dans l'équipe, on n'est pas tous d'accord sur les parents. Il y en a qui vont dire voilà, ils sont nocifs, donc on les exclut. Et il y en a d'autres qui vont dire non, les parents, il faut aussi qu'ils soient face à leurs responsabilités et effectivement, pourquoi pas enclencher une thérapie familiale. Mais on parlait ce matin de le positionnement de l'équipe aussi, que des fois il y a des clivages. Et effectivement, ce parent qui peut être nocif là parce qu'il est aussi dans la consommation. Alors, moi, je dirais que le parent, il n'est pas forcément nocif parce qu'il est dans la consommation aussi. En fait, il peut très bien être soutenant dans la consommation, de pouvoir accompagner et de se dire, OK, mon enfant consomme et il se met en danger, je vais l'accompagner, il veut réduire, s'arrêter, peu importe, malgré que lui soit consommateur. En fait, on a parfois des parents qui soutiennent leur enfant dans cette démarche-là, malgré que eux n'ont pas réglé, sont pas OK avec les consos et sont dans une dépendance parfois. Mais ça, en fait, le rapport au produit est quand même individuel. Donc, et ça n'empêche pas qu'ils peuvent être soutenants dans le. Donc tout dépend le rapport en fait que les parents ont avec sa demande de soins en fait. Oui, du coup là c'est un rejet. Est-ce que tu es alcoolique, tu es toxico, je te rejette, bon, je veux passer chez moi. Donc là, dans ce cadre-là, c'est pas du tout soutenant. Donc, si c'est plus délétère, peut-être à ce moment-là, mettre de la distance. Du coup, moi, je suis travailleur social en AED, donc au domicile des familles. Et il y a une question qui revient souvent dans les jeunes qu'on accompagne qui consomment surtout du cannabis. Enfin, moi, c'est surtout ça que je suis confronté. C'est la question des parents et de l'argent de poche. En gros, de savoir est-ce que je continue de donner de l'argent de poche, sachant que une partie de cet argent va servir à sans doute acheter des consos, ou alors est-ce que j'arrête d'en donner, mais au risque que le jeune il tombe dans éventuellement du deal ou autre. Et c'est une question où souvent les parents ils attendent de moi une réponse, je pense, et j'ai aucune réponse à donner. Je ne sais pas quelle est votre position là-dessus. Je ne sais pas s'il y a une position tranchée comme ça, mais voilà, j'aimerais avoir plus d'infos. Peut-être qu'on n'a pas la même position, j'en sais rien. Moi, ma position de thérapeute de famille, et c'est vraiment cette position-là, c'est que je ne suis jamais en place de décision. C'est-à-dire que je viens pas court-circuiter les parents, c'est l'autorité parentale. Moi, je suis pas parent. Si je fais ça, je dénigre les parents en disant que je sais mieux m'occuper de leur enfant qu'eux. Et c'est pas l'approche. En tout cas, dans ce cadre-là particulier. Si je recevais un parent seul, parce qu'on reçoit des parents seuls en consultation jeune consommateur, voilà, je vais y arriver. Consultation jeune consommateur, c'est une autre posture peut-être, mais en tout cas, face aux parents et aux jeunes, je ne donnerai jamais de réponse. Je les ferai réfléchir ensemble sur qu'est-ce qu'ils en pensent, c'est quoi les pour, c'est quoi les contre, et comment eux, et que c'est à eux de trancher et à eux de se positionner. Mais je ne prendrai pas la réponse. Enfin, je ne rentrerai pas dans le piège de donner une réponse. Parce que si ça marche, vous les avez discrédités, et si ça marche pas, vous êtes discrédités. On parlait un petit peu à midi, alors parce qu'on a eu la chance de pouvoir continuer les échanges aussi autour du repas, des types de consommation et du changement un peu des tendances en matière de produits. Est-ce que Laura, tu pourrais nous dire un petit peu justement ce que vous constatez, vous, à partir des CJC sur les changements de consommation, et est-ce qu'il y en a des changements de consommation ces dernières années ? Alors, moi j'ai peu de recul, mais l'alcool, le cannabis, c'est quand même, je pense, chez vous aussi, le motif. Voilà. Les écrans aussi. Bien sûr, après, ça dépend de l'âge, ça dépend. C'est sûr qu'à 12 ans, voilà, c'est plus les écrans qui posent problème.
Et encore que ça pose pas toujours problème. Mais voilà, après, il y a la kétamine aussi, hein, qui est très accessible financièrement et qui a une forte tolérance, une accoutumance où là, il peut y avoir rapidement des mises en danger parce que augmentation des prises assez rapide. Voilà, après, c'est différent parce que je dirais que la société n'a pas le même rapport non plus aux produits, c'est-à-dire que l'alcool, très souvent, c'est expérimenté en famille. La première fois, c'est légal, voilà, par rapport à d'autres produits, donc c'est vraiment assez individuel et le rapport à chaque produit, c'est pas les mêmes prises de risque non plus. Au niveau judiciaire, au niveau de la santé, voilà. Mais l'alcool est quand même très présent. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Moi, je travaille sur une CJC qui est rattachée à l'Université de Strasbourg, donc c'est pas tout à fait peut-être le même public. En tout cas, c'est un public très précis. Quand même, ce qu'on constate, c'est de plus en plus de polyconsommation, catinone, kétamine, amphétamine, cocaïne, de plus en plus. Sûrement que le Covid a contribué à ça avec les services de livraison qui ont été vachement améliorés au cours de cette période-là, on va dire ça comme ça, avec le fait que les produits maintenant sont beaucoup plus accessibles et que quand même l'arrivée des drogues de synthèse sur le marché a entraîné, parce qu'il y a de plus en plus de demandes, plus en plus d'offres, et donc du coup les prix ont chuté littéralement, ce qui rend les produits beaucoup plus accessibles aussi à un public jeune. Aujourd'hui, vous avez un Taz, comme ils disent, pour 5 €. Vous pouvez même l'avoir pour 2 € si vous le prenez en gros, alors que du cannabis, ça reste à des prix un peu plus élevés. Et donc parfois, c'est même plus simple de consommer un Taz que du cannabis, par exemple. Enfin, en tout cas, moi, c'est des discours que je peux entendre de la part des jeunes. Et alors, un Taz, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est ? C'est des amphètes, en gros. C'est des amphètes, on sait vraiment pas trop vraiment ce qu'il y a dedans à chaque fois. Il y a des sites qui recensent un peu les différents, mais c'est une sorte de mélange de speed et de MDMA. Voilà. Et la teneur en MDMA varie en fonction, et en règle générale, ceux qui sont le plus appréciés, c'est ceux où il y a beaucoup de MDMA. Voilà. Paraît-il. Je voulais rajouter aussi quelque chose. Ce qu'on propose, parfois, c'est toujours dans une démarche de réduction des risques, c'est de l'analyse de produits. Donc, les jeunes peuvent... après, je dis les jeunes, mais en que ça passe possible aussi. En fait, ils peuvent venir avec un échantillon de produits qui sera analysé. Et après, ça permet de savoir finalement ce qu'il y avait dedans. Alors ça va être plus a posteriori parce que voilà, c'est plus après une mauvaise expérience ou quelqu'un pour qui ça s'est mal passé, ils ont envie de savoir voilà, ce qu'il y avait dedans, parfois les interactions avec un traitement chronique, enfin voilà. Donc ça c'est aussi quelque chose qu'on peut proposer. Idéalement c'est avant la prise, mais en général c'est plutôt après, quoi. Concrètement ça c'est plutôt après. Et alors tu disais, généralement c'est plutôt après, c'est-à-dire que les personnes prennent un produit et viennent ensuite demander qu'est-ce qu'il y a dedans. En fait c'est plutôt suite à une mauvaise expérience. Alors soit ils ont encore un petit peu de produit, soit ils se sont fournis chez le même dealer, voilà. Et ils disent c'est bizarre en fait, on n'a pas du tout eu les effets qu'on attendait de tel ou tel produit. Ou au contraire, ça s'est vraiment mal fini, voilà, parfois aux urgences ou dans des cas un peu plus extrêmes. Idéalement, ce serait vraiment le schéma, ils achètent quelque chose, on analyse et après seulement ils le consomment. Et voilà, ça se passe pas souvent comme ça. Bonjour, en fait j'avais juste une question par rapport à comment accompagner un jeune à aller vers vos services ou vers un XAPA en sachant que j'ai en tête un des jeunes que je suis éducatrice en AED, qui a 18 ans, qui a une consommation d'alcool et de cannabis, mais surtout d'alcool assez importante. Il a été vu une fois par une psychologue qui lui a dit qu'il est alcoolique, donc il ne veut plus entendre parler d'aller voir
quelqu'un au niveau en termes de soins. Mais moi, dans mon accompagnement, je me rends bien compte qu'il va falloir qu'on travaille cela. C'est comment, en fait, parce que pour lui, c'est pas un problème. Voilà. Comment l'accompagner vers cela sans... Enfin voilà, je peux pas l'obliger, quoi. Quel discours on peut tenir à ces jeunes-là? Parce que finalement, ben oui, ça reste des conduites à risque, ça fait partie aussi de l'adolescence, voilà. Sauf que lui, on arrive à des accidents, à des choses comme ça. Donc, effectivement, hein, ça c'est compliqué quand la personne est un peu dans le déni, que ça lui pose pas de problème, de limiter les dommages en fait, hein, de lui proposer de pas se mettre en danger. Maintenant, de dire, t'es sûr que t'as pas de problème, est-ce que tu veux qu'on fasse une prise de sang pour voir, ça peut être un peu culpabilisant, je trouve, ça peut être un peu confrontatif comme ça. Mais en fait, garder la constance d'être là, et si à un moment donné ça te pose problème, est-ce que tu crois pas qu'il y a des mises en danger, en fait, garder le lien. Mais même s'il venait sur un rendez-vous un peu contraint, en fait, ça rime à rien parce qu'il est là, il attend et voilà. Mais peut-être qu'il y aura une prise de conscience, peut-être pas maintenant, mais dans quelques temps. Est-ce que c'est peut-être aussi judicieux de dire aux parents de venir dans ce type de service pour pouvoir eux aussi peut-être en discuter parce que ça devient du conflit à la maison où on planque les bouteilles d'alcool où la mère planque tout ça et ne veut plus le laisser sortir. Enfin voilà. Donc est-ce que ça peut aussi être un moyen pour les parents de se sentir soutenus par rapport à tout ça et puis peut-être de pouvoir jauger si on est dans une conduite à risque, si on est déjà au-delà, voilà. Disons qu'après, les parents peuvent venir en parler, hein, bien sûr, s'ils sont inquiets par rapport à ça. Après, cacher les bouteilles, pour ça, en fait, c'est tellement accessible. Et au contraire, je trouve que ça alimentera peut-être l'envie d'y aller et de consommer, mais d'en parler en fait ouvertement avec lui et de peut-être garder le dialogue en fait. Toi, tu seras peut-être plus en thérapie familiale, mais de se dire moi en fait vraiment ça m'inquiète parce que j'ai peur qu'il t'arrive ça, toujours garder ce lien et si à un moment donné moi je suis là pour t'accompagner, on peut aller voir quelqu'un quoi. Ouais. Peut-être pour répondre à la première partie de la question, d'abord en complément à ce qui a été dit par ma collègue, c'est le propre parfois de la question des addictions, qu'au début il y a une phase qu'on appelle de contemplation, c'est-à-dire de oui mais je consomme mais c'est pas si grave, ou je consomme mais j'ai le contrôle, ou je consomme mais tous les mecs qui sont possibles et inimaginables, et que face à ça et face à cette ambivalence finalement, peut-être une stratégie c'est d'abord d'aller dans l'aspect positif plutôt que dans l'aspect de quelles sont les conséquences. Et une fois qu'on a exploré toutes les valeurs positives que peuvent avoir les consommations, puisque les consommations sont quand même reconnues, en quoi elles sont aidantes, en quoi elles sont peut-être qu'est-ce qui est apprécié, quelle est la part de plaisir, puis ensuite amener et glisser sur la question de comment ça t'aide, comment tu t'en sers, et que c'est seulement à travers cet aspect positif que pourra peut-être émerger la question des limites de ces stratégies, mais il faut d'abord passer par là. Parce que si on va tout de suite sur mais tu déconnes, t'es alcoolique, qui a envie de se faire entendre dire ça? Personne. Donc du coup, je pense que la stratégie, elle est là aussi, et que par moment, dans cette clinique-là, il faut travailler énormément sur cette ambivalence. C'est vraiment une grande partie du travail au début, et elle ne peut aller que par l'exploration des deux aspects. Et c'est là peut-être où les jeunes vont pouvoir se dire finalement peut-être que ça me dépasse, peut-être que je peux aller en parler parce que à cet endroit-là ça n'a pas marché comme je voulais. Et puis après on creuse un peu du côté de qu'est-ce que ça apporte, si ça apaise, est-ce que c'est déjà arrivé une fois qu'au contraire ça t'a fait une parano, donc du coup c'était peut-être encore... c'était pire peut-être que ce que tu voulais, t'étais beaucoup plus anxieux. Voilà, je pense que ça c'est aidant parfois pour les professionnels. Bonjour, moi j'avais juste une question, je voulais savoir si vous pouviez développer l'accompagnement de la consommation, quelle tranche d'âge, comment ça se passe, pour un peu plus développer ce point. La question c'est accompagner la consommation, c'est ça ? Oui, alors après la consulte jeune c'est de 12 à 25 ans, donc
voilà, c'est complètement anonyme. On accompagne. Alors moi j'aime bien souvent faire le point. En général, c'est l'entretien d'accueil, il est fait par l'infirmière. On fait un peu le point de savoir qu'est-ce qui a été testé, comment, et qu'est-ce qui était plaisant, qu'est-ce qui était bénéfique, est-ce que c'était chouette, qu'est-ce que tu as aimé dans le produit, dans les effets du produit, et pourquoi finalement ça s'est installé, à quel moment en fait tu as perdu le contrôle, à quel moment ça a pris une autre place, à quel moment tu as consommé tout seul alors qu'avant c'était toujours festif, à quel moment tu as consommé parce que tu sentais que ça allait mieux, et à quel moment ça t'a empêché de faire d'autres choses, à quel moment ça t'a isolé, et faire un calendrier de conso en fait. Très concrètement, en fait, à quel moment tu consommes la première fois dans la journée, qu'est-ce que ça t'amène à ce moment-là, qu'est-ce que ça t'apporte, est-ce que ça t'aide à dormir, est-ce que ça te détend, est-ce qu'il y a une anxiété, voilà. Et souvent, rien que de faire ça, ça met les choses un peu concrètement sur le papier, ça fait réfléchir, et après on se dit qu'est-ce qu'on peut faire. Est-ce que tu as envie qu'on diminue d'abord la conso? Est-ce que tu veux retrouver une conso festive? Comment on peut faire? Là, je parle du joint, mais ça peut être l'alcool, enfin, peu importe. Lequel n'est pas indispensable, entre guillemets, lequel on peut l'enlever, celui qui ne sert à rien, et comment on peut mettre... Tout ça, c'est en fait en collaboration avec lui, quoi. Non, pas du tout. Non. Ça, en fait, on n'incite pas à la consommation. Non. Après, ça va être... on peut distribuer du matériel. Du matériel de sniff, par exemple, du matériel d'injection, ça va être propre. Alors, on parlait rapidement ce matin du matériel de réduction des risques, donc ça va être du matériel stérile pour l'injection, des aiguilles propres. Ce matin, on a parlé rapidement du chemsex, mais ça va être peut-être de donner des seringues de couleurs différentes pour que chacun ait sa seringue, des petites choses qu'on met en place. Ça peut être des cartes qui serviront de support en fait pour préparer la trace de cocaïne, kétamine, qu'on aura désinfecté, des pailles propres. Ça peut être les éthylotests, ça peut être les verres doseurs. En fait, il y a un panel assez large. Et la substitution aussi avec des patchs, des vapes. Donc ça, il faut être majeur. Mais, voilà. Mais non, on ne donne pas de produits. Oui, moi je voulais juste faire un petit commentaire sur la partie théorique que vous avez faite, qui m'a beaucoup intéressée. À propos de la culture hédoniste, se présupposer que la culture hédoniste est plus importante actuellement que je ne sais pas quand. Moi, si vous voulez, c'est une généralisation qui me gêne parce que c'est sans doute vrai que c'est amplifié par le côté technologique, vous l'avez dit, les réseaux sociaux, enfin une espèce de pression là-dessus, mais pour moi, ça a toujours existé. Et si on part de ce principe, on risque de mettre de côté un sens... un élément du sens de la vie, qui est pour moi fondamental dans l'accompagnement des jeunes adolescents, c'est-à-dire pourquoi ils n'arrivent pas à trouver suffisamment de plaisir dans la vie sans ces produits. Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, ça ne suffit pas de dire, vous prenez... Enfin, pour moi, ok, ça peut être un côté pragmatique et rapide. Pourquoi tu prends ces produits parce que tu es tendu, ça te détend, etc. Parce que pour avoir du plaisir, bon. Mais au fond, comment est-ce qu'ils peuvent trouver ce plaisir-là, qui, à mon avis, est fondamental dans la vie de tout être humain, je dirais même dans la vie de tout être vivant. Et si on part de ce principe, on ne pose pas cette question. Enfin, il me semble qu'on peut éviter cette question-là. Et qu'on peut juste dire, c'est pas bien de vouloir du plaisir, ou en tout cas de vouloir du plaisir d'abord, etc. Alors qu'en fait, c'est un besoin fondamental. Et il me semble, moi, en tout cas, dans ma vision de l'humanité,
c'est qu'on tend tous vers cette recherche d'équilibre, de plaisir, et que toute l'activité humaine, y compris désagréable, en tout cas pleine d'efforts, pleine de tensions, etc. Et quand on observe les petits-enfants, ils font plein d'efforts pour arriver à ce plaisir qui peut être durable ou pas. La question, alors je rajoute juste excusez-moi. Non, pas de problème. Non, il y a Robert Lustig, qui est un Américain qui a beaucoup travaillé sur l'addiction au sucre. Et lui, il fait la différence entre le plaisir immédiat et le plaisir durable. Alors, il est psychiatre, et donc les psychiatres aiment beaucoup parler de ce qui se passe, de ce qui circule dans le cerveau. Et donc, il en parle en termes de neurotransmetteurs, etc. Mais finalement, il dit que quand les plaisirs immédiats prennent trop de place, il n'y a plus de place pour les plaisirs à long terme. Et c'est ça qui fait le problème, sans doute, c'est qu'il y a plein de produits, c'est la disponibilité aussi de ces produits. Voilà. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je me suis peut-être mal exprimé avec le stress de l'auditoire, mais j'ai bien associé la question de l'hédonisme avec la question de l'immédiateté tout à l'heure. Et je suis d'accord avec vous, c'est pas la question de refuser le plaisir, mais c'est cette question de l'immédiateté, comme vous avez dit, et par moment, il y a la question de l'effort qui est nécessaire aussi pour avoir accès au plaisir, ce qui n'est pas du tout le cas dans les cas de consommation. C'est toute la question de la clinique avec ces jeunes-là, c'est ça. Un déploiement d'efforts donc à soutenir. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ? Ce que je vous propose, c'est de conclure tranquillement cette journée, donc de remercier dans un premier temps nos intervenants sur cette dernière partie d'après-midi. Avant de vous laisser... alors conclure une journée, c'est toujours compliqué parce qu'il s'agit de faire le lien entre des choses qui, bien qu'elles ont été concomitantes, n'ont pas forcément été travaillées ensemble. Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, dans cette thématique autour du corps et du risque à l'adolescence, on a énormément été amené à parler surtout de nos postures et de nos postures dans l'accompagnement des adolescents. Et dans chacune des interventions, ce que moi j'ai entendu, c'était cette idée qu'il y avait beaucoup à travailler, ce avec quoi on travaillait et ce qu'on amenait nous dans ces rencontres-là, pour permettre aux adolescents de s'approprier peut-être les questionnements qui pouvaient être les nôtres en tant qu'adultes sur leur consommation, sur leur prise de risque. La journée d'aujourd'hui aura eu le mérite de nous permettre de partager quelques éclairages. Bonne journée à tous, bonne fin de journée.